Maman a dit, tu es l'enfant la plus inutile de cette famille. Elle a prononcé ces mots devant 15 personnes, le soir de Noël, alors que je venais de lui offrir mes économies de 3 mois. Tout le monde a fixé son assiette. Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre la neige tomber dehors. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, non. C'était ma patience. Je me suis levée, mes jambes tremblaient, mais ma voix n'a pas vacillé quand j'ai répondu, dans ce cas, arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent pour tes dettes. Son visage s'est décomposé. Tout le monde a arrêté de respirer. Ce qui a suivi a changé notre famille pour toujours. Avant de vous raconter comment j'ai fait exploser la vérité en plein dîner de famille, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Marseille, à Québec ou ailleurs? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos messages. Il est 22h30. Je suis au volant de ma Peugeot 308, roulant sur l'autoroute A62 qui relie Montauban à Toulouse. Mes mains sont crispées sur le volant, mes jointures sont blanches, presque aussi blanches que la neige qui commence à recouvrir le paysage occitan. Le chauffage est à fond, mais je tremble. Je tremble d'un mélange toxique d'adrénaline, de rage et d'une tristesse infinie. Sur le siège passager, mon téléphone portable s'illumine toutes les 30 secondes. L'écran affiche un nom, maman. Puis, papa. Puis, Sandrine. Je ne décroche pas. Je laisse la sonnerie retentir dans l'habitacle vide, une mélodie stridente qui me rappelle que je viens de commettre l'irréparable. Je viens de détruire Noël. Non, corrigez-moi. Je viens de détruire l'illusion parfaite que ma mère a mis 30 ans à construire. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Je ne vois que l'obscurité de la route derrière moi, mais dans mon esprit, je revois encore la scène au ralenti. Je revois le verre de champagne en cristal de baccarat glisser des doigts manucurés de ma sœur Sandrine et s'écraser sur le carrelage immaculé. Je revois la veine sur le front de mon père gonflée comme jamais auparavant. Je revois surtout le regard de ma mère. Ce regard qui est passé de la supériorité arrogante à la terreur pure en l'espace de 3 secondes. Je m'appelle Marjolaine, j'ai 33 ans, et jusqu'à ce soir, j'étais le fantôme de ma propre famille. Celle qu'on invite par obligation. Celle qu'on assoit au bout de la table, près de la porte de la cuisine, pour qu'elle puisse se lever plus vite pour débarrasser. Je suis directrice logistique dans une grande entreprise de transport à Toulouse. Pour ma famille, je suis juste celle qui travaille dans les hangars. Une honte. Une tâche sur le tableau d'honneur familial où trône ma sœur dermatologue et ma petite sœur influenceuse. Mais ce soir, le fantôme a parlé. Et il a hurlé une vérité que personne ne voulait entendre. Pour comprendre pourquoi j'ai agi avec une telle brutalité ce soir, pourquoi j'ai choisi de tout brûler plutôt que de subir une minute de plus, il faut remonter le temps. Ce n'est pas une histoire qui a commencé ce soir. C'est une bombe à retardement qui a été enclenchée il y a exactement 2 ans, avec un coup de fil qui a ruiné ma vie. Je pensais que je les aidais. Je pensais que c'était ça, l'amour filial. Mais je ne savais pas que je signais un pacte avec le diable. Tout a commencé un mardi gris de novembre, il y a 2 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais au travail, au milieu de l'entrepôt, en train de vérifier un chargement de palettes pour un client important, quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère, Bernadette. Sa voix était méconnaissable. Elle, d'habitude si posée, si maîtresse d'elle-même, sanglotait de manière hystérique. Marjolaine. C'est ton père. Il a fait un malaise. On est aux urgences. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai tout laissé en plan et j'ai foncé à l'hôpital de Montauban. Heureusement, c'était un AVC mineur, un avertissement sans séquelles graves immédiates, mais le médecin a été formel, le stress devait cesser. Mon père, Roland, devait arrêter de travailler immédiatement. Il gérait une petite entreprise de matériaux de construction qui, je l'appris plus tard, était au bord de la faillite depuis des mois. Le lendemain, alors que papa dormait encore sous l'effet des sédatifs, ma mère m'a prise à part dans le couloir de l'hôpital. Elle avait des cernes sous les yeux, mais elle portait toujours son tailleur Chanel impeccable. C'était ça, ma mère, l'apparence avant tout. Marjolaine, on a un problème, a-t-elle chuchoté en me serrant le bras.
Avec la maladie de ton père, les comptes sont bloqués. Les fournisseurs réclament leur argent. La banque menace de saisir la maison. J'ai senti un poids sur ma poitrine. Il faut vendre la maison alors, maman. Ou demander à Sandrine. Elle est médecin, elle gagne très bien sa vie. Le visage de ma mère s'est durci. Impossible. Sandrine? Sandrine traverse une période difficile. Elle est en instance de divorce. C'est secret, personne ne doit savoir. Si on lui demande de l'argent maintenant, son mari va utiliser ça contre elle pour bloquer ses avoirs. On ne peut pas lui faire ça. Et Tiphaine, ai-je demandé naïvement. Tiphaine est encore une enfant. Elle commence à peine sa carrière d'architecte d'intérieur. Elle a besoin de son argent pour se lancer, pour son image. Tu sais comment c'est ce milieu. Elle m'a regardé droit dans les yeux, ses pupilles plantées dans les miennes comme des hameçons. Il ne reste que toi, Marjolaine. Tu es la solide. Tu es celle qui a la tête sur les épaules. Tu es célibataire, tu as moins de dépenses. Il nous faut 1500 € par mois pour couvrir le prêt de la maison et la voiture de ton père. Juste le temps qu'on se retourne. 1500 €. C'était presque la moitié de mon salaire net à l'époque. Je gagnais 3200 €, ce qui est très bien, mais 1500 € en moins, c'était énorme. Maman, c'est beaucoup. Je ne sais pas si je peux. Elle s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues poudrées. Alors quoi? Tu veux qu'on perde la maison où vous avez grandi? Tu veux que ton père, malade, se retrouve à la rue? C'est ça ta gratitude? On t'a élevé, on t'a nourri, et maintenant tu nous tournes le dos? La culpabilité. C'était son arme favorite. Une lame émoussée mais rouillée qui causait des infections terribles. J'ai cédé. J'ai dit oui. Dès le mois suivant, ma vie a changé radicalement. J'ai dû rendre mon appartement confortable de 2 chambres au centre-ville pour emménager dans un studio de 25 mètres carrés en banlieue, près de la zone industrielle. J'ai vendu ma voiture récente pour acheter cette Peugeot d'occasion. J'ai arrêté les sorties, les restaurants, les vacances. Chaque 5 du mois, je voyais 1500 € quitter mon compte. Et à chaque fois, je recevais un simple SMS de ma mère, bien reçu. Merci. Pas un appel. Pas un « comment vas-tu ?» Pas un « désolé que tu doives vivre comme une étudiante à 31 ans. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que je sauvais ma famille. Je me sentais noble, d'une certaine manière. Mais je ne savais pas que pendant que je mangeais des pâtes au beurre dans mon studio mal chauffé, ma famille continuait à vivre comme des rois grâce à mon sacrifice. J'étais l'idiote utile. Et j'allais bientôt découvrir à quel point ils se moquaient de moi. Le contraste entre ma vie et celle de mes sœurs devenait de plus en plus insupportable au fil des mois. Sandrine, ma sœur aînée de 38 ans, était l'orgueil de la famille. Dermatologue esthétique réputée à Montauban, elle incarnait la réussite sociale parfaite. Toujours vêtue de marque, le visage lisse grâce aux injections régulières de Botox, elle roulait en SUV allemand flambant neuf. Ce que personne ne savait, à part ma mère et moi, c'est que son mariage parfait était une farce. Elle avait divorcé en secret pour ne pas perdre la face devant sa clientèle bourgeoise. Elle continuait de porter son alliance en diamant de 2 carats. Et moi, je payais pour que cette illusion perdure. Car j'ai appris plus tard que les 1500 € ne servaient pas qu'auprès de la maison. Une partie servait à payer les frais d'avocat de Sandrine, car elle s'était lancée dans une procédure coûteuse pour garder la garde exclusive de ses chiens de race. Oui, vous avez bien entendu. Je mangeais des conserves pour qu'elle puisse payer un avocat pour des chiens. Et puis il y avait Tiphaine, la Benjamine de 26 ans. La créative. Officiellement architecte d'intérieur, officieusement instagrammeuse qui passait sa vie à se prendre en photo dans des cafés branchés. Elle vivait encore chez nos parents, pour économiser, disait-elle. Un jour, Tiphaine m'a appelée, toute mielleuse. Marjo chérie, j'ai un souci. Mon logiciel de conception 3D a expiré, et j'ai absolument besoin de la licence pro pour un énorme contrat avec un hôtel de luxe. C'est 2000 €. Maman a dit que tu pourrais m'avancer ça? Je te rembourse dès que j'ai la compte du client. J'ai hésité.
J'ai regardé mon compte en banque qui faisait peine à voir. Mais je voulais l'aider à réussir. J'ai puisé dans mon livret d'épargne de secours. Je lui ai viré l'argent. 2 jours plus tard, j'ai vu sur Instagram une story de Tiffen. Elle n'était pas devant son ordinateur. Elle était en Corse, dans un hôtel 5 étoiles, un cocktail à la main, avec la légende « Petit break mérité avant le gros travail ». #Life is good. Elle portait un nouveau sac de créateur. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé ma mère pour me plaindre. Sa réponse ? Oh Marjolaine, ne sois pas jalouse. Ta sœur a besoin de soigner son image pour attirer des clients riches. C'est un investissement. Et puis, tu sais bien qu'elle est fragile émotionnellement, elle avait besoin de décompresser. Toi, tu es forte, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est à ce moment-là qu'Amaury est entré dans ma vie. Amaury, c'est mon fiancé. Il est éducateur spécialisé. Il travaille avec des enfants autistes. Il a le cœur le plus grand que je connaisse, mais a un compte en banque modeste. Il roule dans une vieille Clio qui fait du bruit, il s'habille simplement. Quand je l'ai présenté à ma famille la première fois, le jugement a été instantané. Sandrine l'a regardé comme s'il était un insecte. Maman a demandé, éducateur ? C'est mignon. Mais ça nourrit son homme ? Amaury a souri poliment, mais je voyais qu'il était blessé. Plus tard, il m'a dit, Marjolaine, ta famille ne t'aime pas pour qui tu es. Ils t'aiment pour ce que tu leur apportes. Ce sont des parasites de luxe, et tu es leur hôte. Je me suis fâchée contre lui ce soir-là. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas la loyauté familiale. Vous est-il déjà arrivé de prêter de l'argent à un proche pour une urgence et de découvrir qu'il l'a utilisé pour des vacances ou du luxe ? Comment avez-vous réagi ? Dites-le moi dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Amaury avait raison. Il avait tellement raison. Et ce Noël devait être le moment où tout allait changer. J'avais un plan. J'allais leur annoncer 2 grandes nouvelles qui allaient, je l'espérais, enfin me valoir leur respect. Mais je ne savais pas que le respect ne s'achète pas chez ces gens-là. Le matin du 24 décembre, je me suis réveillée avec une boule au ventre, mais aussi avec une étincelle d'espoir tenace. C'était le grand jour. Amaury et moi avions passé la nuit à emballer les cadeaux dans notre petit appartement. Tu es sûr de vouloir y aller ? M'a demandé Amaury en chargeant la voiture. On pourrait rester ici, juste nous deux. On commanderait des pizzas, on regarderait des films de Noël. J'ai secoué la tête. Non. Il faut que j'y aille. J'ai 2 choses incroyables à leur dire. Première nouvelle, Amaury m'avait demandé en mariage la semaine précédente. La bague n'était pas un gros diamant vulgaire comme celui de Sandrine, mais un saphir délicat, vintage, qui avait appartenu à sa grand-mère. C'était le bijou le plus précieux que j'avais jamais porté. Deuxième nouvelle, j'avais été promue. Après des années de travail acharné, de nuits blanches et de week-ends sacrifiés, j'avais été nommée directrice régionale de Logitrans. Je gérerais désormais toute la région Occitanie. Mon salaire allait doubler. C'était la fin de la galère financière. Je pourrais continuer à aider mes parents sans me saigner, et commencer à construire ma propre vie. Je voulais voir la fierté dans les yeux de mon père. Je voulais entendre ma mère dire « Bravo ma fille, tu as réussi ». Je voulais clouer le bec à Sandrine et Tiffen. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'avais cassé ma tirelire pour les cadeaux. Pour mon père, passionné d'histoire, j'avais déniché dans une vente aux enchères une montre à gousset du 19e siècle, parfaitement restaurée. Elle m'avait coûté 800 €. Pour ma mère, j'avais acheté le coffret complet de soins de la marque de luxe qu'elle adorait mais qu'elle disait ne plus pouvoir s'offrir. 400 €. J'avais mangé des pâtes pendant 2 mois supplémentaires pour payer ces cadeaux. Le trajet entre Toulouse et Montauban a duré 50 minutes. 50 minutes où je répétais mon discours dans ma tête. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. Je suis si heureuse pour toi ma chérie. Quel scénario stupide. Quelle naïveté touchante. La campagne défilait, grise et froide. Amaury conduisait, une main posée sur ma cuisse pour me rassurer. S'ils disent quoi que ce soit de méchant, on part, m'a-t-il prévenu.
Je ne les laisserai pas te traiter comme une moins que rien. Ça va aller, ai-je répondu, essayant de me convaincre moi-même. C'est Noël. L'esprit de Noël fait des miracles, non? Nous sommes arrivés devant la grande maison familiale vers 11 heures. La façade en briques roses était magnifique, ornée de guirlandes lumineuses chic et sobres. Les voitures des autres étaient déjà là, le SUV rutilant de Sandrine, la voiture de sport du nouveau copain de Tiphaine. Et ma petite Peugeot cabossée qui venait se garer à côté, comme une verrue sur un visage parfait. J'ai pris une grande inspiration. J'ai saisi mes paquets cadeaux comme on saisit un bouclier. J'ai sonné à la porte. Je ne savais pas encore que je ne franchissais pas le seuil d'une maison familiale, mais celui d'une arène où j'étais le taureau qu'on allait mettre à mort. La porte s'est ouverte sur ma mère. Elle était éblouissante, comme toujours. Elle portait une robe en velours vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux, ses cheveux étaient coiffés en un chignon parfait. Une odeur de parfum coûteux et de cannelle s'échappait du couloir. J'ai souri, les bras chargés de cadeaux. Joyeux Noël, maman. Son sourire s'est figé instantanément en descendant vers mes pieds. Marjolaine? A-t-elle soupiré, non pas avec affection mais avec une lassitude profonde. Tu portes encore ces bottes? Ces horribles bottes de chantier? J'ai baissé les yeux. C'étaient des bottes en cuir fourré, pratiques pour la neige et la conduite. Il neige, maman. Et ce ne sont pas des bottes de chantier. Sandrine est là depuis 1 heure, et elle porte ses escarpins loup-boutin, a-t-elle rétorqué en s'écartant pour nous laisser entrer, comme si nous étions des livraisons encombrantes. Elle a fait l'effort, elle. C'est Noël, pas une randonnée en montagne. Et Amaury? Bonjour. Je vois que tu as mis ta veste, en velours côtelé. C'est rustique. Amaury a serré la mâchoire mais a gardé le silence. Bonjour madame. Vous êtes ravissante. Merci. Au moins quelqu'un a le sens de l'observation, a-t-elle dit en jetant un regard noir à ma tenue. J'avais pourtant mis ma plus belle robe en laine, simple mais élégante. Mais pour elle, simple voulait dire pauvre. Nous sommes entrés dans le salon. Le sapin touchait presque le plafond, décoré de boules en verre soufflé et de rubans dorés. Sandrine était affalée sur le canapé, une coupe de champagne à la main. Tiens, voilà les prolétaires, a-t-elle lancé en riant. C'était censé être une blague, mais le ton était acide. Je plaisante, détends-toi Marjo, tu as l'air coincée. Bonjour Sandrine, ai-je dit froidement. Où est papa? Au garage, il se cache pour fumer, comme d'habitude, a répondu Tiphaine en descendant les escaliers. Elle portait une tenue qui coûtait probablement 3 mois de mon loyer. Elle m'a fait la bise sans me toucher, envoyant un baiser en l'air près de mon oreille. Dis donc, tu as des cernes. Tu as fait des heures sup à l'usine? C'est un centre logistique, pas une usine, ai-je corrigé automatiquement. C'était un réflexe. Je passais ma vie à justifier mon métier. Pareil, a-t-elle balayé d'un revers de main manucuré. Maman. J'ai faim. On mange quand les toasts? Ma mère est revenue du couloir en claquant des mains. Tout de suite ma chérie. Marjolaine, viens avec moi en cuisine. J'ai besoin d'aide pour le foie gras et la dinde. Sandrine ne peut pas, elle s'est fait une manucure hier et Tiphaine doit finir de dresser la table. Mais, je viens d'arriver, ai-je tenté. Je voulais saluer papa. Ton père viendra te voir. Allez, hop. Enfile ce tablier. Il y a du monde ce soir, ta tante Odile et ton oncle Martial arrivent dans 30 minutes. Tout doit être parfait. Elle m'a tendu un vieux tablier taché, le même que je portais chaque année. J'ai regardé Amaury. Il a fait un pas pour venir avec moi. Non, non, Amaury, a interpellé Sandrine en tapotant la place à côté d'elle sur le canapé. Reste ici. Raconte-nous un peu tes histoires avec tes élèves spéciaux. Ça doit être tellement éprouvant. On a besoin de divertissement. J'ai vu le piège. Il voulait l'isoler pour mieux se moquer de lui. Vas-y, m'a dit Amaury doucement. Je gère. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fermé la porte derrière moi, étouffant les rires du salon. J'ai mis le tablier. Je me suis sentie redevenir la petite fille invisible,
la Cendrillon s'en fait marraine. Mais cette fois, Cendrillon avait une carte maîtresse dans sa poche, et minuit allait sonner plus tôt que prévu. La cuisine était une étuve. 3 fours tournaient à plein régime. L'odeur de la graisse d'oie et des oignons rissolés m'a prise à la gorge, une odeur qui, pour moi, ne signifiait pas la fête, mais le labeur. Pendant les 2 heures qui ont suivi, je n'ai pas arrêté. J'ai épluché 2 kilos de pommes de terre brûlantes, j'ai déveiné le foie gras, j'ai surveillé la cuisson de la dinde de 6 kilos. Ma mère entrait et sortait comme une tornade, non pas pour aider, mais pour donner des ordres. Attention Marjolaine, tu coupes les tranches trop épaisses. Odile va croire qu'on est des paysans. N'oublie pas de chauffer les assiettes. L'année dernière, la sauce a figé, c'était humiliant. Pourquoi tu transpires? Essuie-toi le front, c'est dégoûtant de voir ça au-dessus de la nourriture. Pas un merci. Pas un « ça va ?» J'étais un robot culinaire, un accessoire de cuisine. De l'autre côté de la porte battante, j'entendais les éclats de rire. J'entendais le bruit des bouchons de champagne qui sautaient. J'entendais la voix forte de mon oncle Martial qui venait d'arriver. Alors Roland, comment vont les affaires? Et cette voiture, tu l'as changée? À un moment, la porte de la cuisine s'est entr'ouverte doucement. C'était mon père. Il avait vieilli. Ses épaules étaient voûtées, son visage marqué par la maladie, je le devinais, par les reproches constants de ma mère. Il a regardé autour de lui comme s'il avait peur d'être surpris. Il s'est approché de moi et m'a serré maladroitement dans ses bras. Il sentait le tabac froid et l'eau de Cologne bon marché. « Bonjour ma puce », a-t-il chuchoté. « Désolé que tu sois coincé ici. Ta mère, tu sais comment elle est. Elle veut que tout soit parfait pour Odile. »« Ça va papa ?» ai-je menti en écrasant une larme. « Je suis contente de te voir. Comment tu te sens ? » ?»« Oh, ça va, ça va. On tire le diable par la queue, mais chut. » Il a jeté un coup d'œil nerveux vers la porte. Il a pris un petit toast au saumon sur le plateau que je préparais et l'a avalé en vitesse. C'est délicieux. Tu es la meilleure cuisinière de la famille, tu sais. Roland. La voix stridente de ma mère a retenti depuis le couloir. Où es-tu? Martial veut te montrer ses nouvelles options boursières. Mon père a sursauté comme un enfant pris en faute. J'arrive. Il m'a fait un clin d'œil triste et a disparu. Je suis restée seule avec la dinde. J'ai regardé mes mains. Elles étaient rouges, gercées par le froid et l'eau chaude, tachées de gras. J'ai pensé aux mains de Sandrine, douces, parfumées, tenant sa coupe de champagne. J'ai pensé aux 1500 € que je virais chaque mois. Avec cet argent, j'aurais pu payer un traiteur. J'aurais pu être assise dans ce canapé. Une colère froide a commencé à monter en moi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage. Pourquoi est-ce que je payais pour avoir le droit d'être leur servante? La porte s'est ouverte à la volée. C'était Tiphaine. Marjo. Tu fous quoi? Maman dit qu'il faut envoyer les amuse-bouches maintenant. Les gens ont faim. Et essaie de sourire quand tu sers, tu as l'air d'un enterrement. Elle a attrapé un plateau et est repartie sans m'attendre. J'ai pris le 2e plateau. J'ai respiré un grand coup. Souris, me suis-je dit. Bientôt, tu seras directrice régionale. Bientôt, tu seras Madame Amaury. Bientôt, ils te respecteront. Je suis entrée dans le salon avec mon sourire le plus faux plaqué sur le visage. Mais ce que j'allais vivre avec la distribution des cadeaux allait fissurer ce masque pour de bon. Avant de passer à table, c'était le moment traditionnel de l'ouverture des cadeaux. Nous nous sommes tous installés autour du sapin. Sandrine trônait sur le meilleur fauteuil, Tiphaine était assise par terre en tailleur pour faire « jeune et cool », prenant des selfies avec chaque paquet. Amaury et moi étions sur des chaises pliantes qu'on avait rajoutées au fond. Ma mère a commencé à distribuer les paquets. « Oh, celui-ci est de Sandrine pour moi », s'est-elle exclamée en déballant une petite boîte plate. C'était un carré de soie. Hermès, visiblement. C'est magnifique. Oh Sandrine, tu es folle, c'est de la soie véritable. La couleur est divine. Sandrine a souri modestement. Rien n'est trop beau pour toi,
maman. C'est la nouvelle collection. J'ai plissé les yeux. J'avais vu ce foulard sur le bureau d'un délégué pharmaceutique qui essayait de vendre des produits à sa clinique. Il y avait encore le petit autocollant, échantillon gratuit, mal décollé sur le coin de la boîte, mais ma mère était trop occupée à se pavaner avec pour le voir. Sandrine venait d'offrir un cadeau gratuit à 0 €. Puis vint mon tour. J'ai tendu mon paquet soigneusement emballé. Ma mère l'a ouvert. C'était le coffret de crème La Mer 400 €. Une fortune pour moi. Elle a regardé les pots. Ah. Des crèmes. C'est gentil. Elle a posé la boîte sur la table basse sans même l'ouvrir pour sentir. Par contre, tu as gardé le ticket? Parce que j'ai lu que cette gamme donnait des boutons aux peaux matures. Je préférerais peut-être un bon d'achat. J'ai senti mes joues brûler. C'est la marque que tu utilises depuis des années, maman? J'ai changé le mois dernier, a-t-elle coupé sèchement. Sandrine m'a conseillé des produits plus médicaux. Mais c'est l'intention qui compte. L'intention. Oui. Mon intention m'avait coûté mes déjeuners pendant un mois. Puis, ce fut au tour de papa. Tiphaine lui a offert un cadre avec une œuvre d'art abstraite qu'elle avait peinte. Des taches de peinture rouge et noire. C'est puissant, a dit mon père, essayant d'être gentil. C'est de l'expressionnisme moderne, papa. Ça vaut au moins 500 € en galerie, a menti Tiphaine sans vergogne. Quel talent, s'est extasiée ma tante Odile. Une vraie artiste. J'ai tendu ma petite boîte à mon père. Il l'a ouverte. La montre à gousset en or brillait doucement. Il l'a prise dans ses mains. J'ai vu une lueur dans ses yeux. C'est une Breguet de 1890, papa. Le mécanisme est d'origine. Je sais que tu en rêvais. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais ma mère est intervenue. Une vieille montre? Mais Roland a déjà une Apple Watch que Sandrine lui a offerte l'an dernier. Qu'est-ce qu'il va faire d'une antiquité qui doit sûrement retarder? C'est un nid à poussière. Mon père a refermé la boîte doucement. Il a baissé les yeux. C'est très beau, Marjolaine. Merci. Mais il a posé la boîte sous le sapin, derrière le tableau hideux de Tiphaine. Il n'a pas voulu contredire ma mère. J'ai regardé Amaury. Il me tenait la main si fort que ça me faisait mal. Il avait compris. Mes cadeaux, mes efforts, mon argent, tout cela était invisible. Seule l'apparence comptait. Et dans leur monde, j'étais transparente. À table, a crié ma mère. Marjolaine, va chercher l'entrée. Et ne fais pas tomber le plateau cette fois. Je me suis levée. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb. Le dîner n'avait même pas commencé, et j'avais déjà envie de hurler. Nous étions 12 à table. La nappe était en lin blanc, la argenterie brillait, les verres en cristal tintaient. C'était une scène de magazine. Mais sous la table, les tensions étaient palpables comme des câbles électriques dénudés. J'étais assise au bout, près de la porte de la cuisine, bien sûr. À ma droite, Amaury. À ma gauche, le vide, puis mon oncle Martial qui avait déjà trop bu. Le repas a commencé par une litanie de vantardises. Ma mère menait la danse, tel un chef d'orchestre de l'ego familial. Alors Sandrine, raconte à ta tante ton nouveau projet d'extension, a lancé ma mère en coupant son foie gras. Sandrine a pris une pause théâtrale. Oh, c'est épuisant. J'ai tellement de patients. Je dois refuser du monde. Je pense ouvrir une deuxième clinique à Bordeaux l'année prochaine. Les banques se battent pour me prêter de l'argent. Je me suis étouffée avec mon pain. Les banques? Elle était interdite bancaire le mois dernier. J'avais dû payer 5 000 € pour couvrir un chèque sans provision qu'elle avait fait à un fournisseur de laser. Elle mentait avec un aplomb terrifiant. Et Tiphaine, a demandé tante Odile. Je suis sur un gros projet pour une star du football, a dit Tiphaine en picorant sa salade. Je ne peux pas dire le nom, clause de confidentialité, vous comprenez. Mais c'est du très haut de gamme. Encore un mensonge. Elle passait ses journées à regarder Netflix dans sa chambre. Puis, le regard de tante Odile s'est posé sur moi. Ce regard de pitié mêlé de dédain que je connaissais par cœur.
Et toi, Marjolaine? Toujours dans ton entrepôt. Le mot entrepôt a été prononcé comme on dirait décharge. Oui, toujours, ai-je dit calmement. Ça se passe bien. C'est bien, il faut de tout pour faire un monde, a dit l'oncle Martial en riant grassement. Il faut bien des gens pour porter les cartons des genres importants, hein? Tout le monde a ri. Même mon père a esquissé un sourire gêné. Amaury a posé sa fourchette bruyamment. Marjolaine ne porte pas de carton, a-t-il dit d'une voix ferme. Elle gère des flux logistiques complexes de plusieurs millions d'euros. C'est un poste à haute responsabilité. Il y a eu un silence gêné. Ma mère a levé les yeux au ciel. Oh là là, Amaury, pas besoin de s'énerver. On sait que Marjolaine, travailleuse. On dit juste que ce n'est pas très féminin, c'est tout. C'est un métier d'homme, un métier salissant. Il n'y a pas de sous-métier, a ajouté Sandrine avec condescendance. Si Marjolaine est heureuse avec ses camionneurs, tant mieux pour elle. Tout le monde n'est pas fait pour l'excellence. L'excellence. Le mot a résonné dans ma tête. L'excellence de mentir? L'excellence de vivre à crédit sur le dos de sa sœur? J'ai senti une chaleur monter dans mon cou. C'était le moment. Je ne pouvais plus les laisser me piétiner. J'avais mes nouvelles. J'avais mes preuves de réussite. J'ai pris mon verre. J'ai tapoté dessus avec mon couteau. Ding. 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 Le son cristallin a coupé les conversations. Excusez-moi, ai-je dit. Ma voix était un peu trop aiguë, mais forte. J'ai quelque chose à dire. J'ai 2 nouvelles importantes à vous annoncer. Ma mère a soupiré bruyamment, comme si je venais d'interrompre le discours du président. Quoi encore? Tu as cassé la sauce? Non maman. C'est à propos de ma vie. J'ai regardé Amaury, il m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai pris une grande inspiration, gonflant mes poumons de cet air vicié par l'hypocrisie. Premièrement, ai-je commencé, j'ai reçu une promotion la semaine dernière. Je ne suis plus responsable d'entrepôt. J'ai été nommée directrice régionale pour tout le Grand Sud-Ouest. Je vais diriger 4 départements, gérer une équipe de 200 personnes et mon salaire a doublé. J'ai attendu. Je m'attendais à des bravo. Il y a eu 3 secondes de silence. Puis Sandrine a ricané. Un petit rire sec, méchant. Directrice régionale? Waouh! Donc tu es la reine des camionneurs maintenant? Tu vas avoir un gilet jaune avec des paillettes? Quelques cousins ont pouffé de rire. Ma mère n'a pas souri. Elle a froncé les sourcils. Et ça t'oblige à voyager encore plus? Tu n'as déjà pas de vie de famille, Marjolaine. Une femme de ton âge devrait penser à se poser, pas à courir sur les routes. Ce n'est pas une promotion, c'est une condamnation au célibat éternel. J'ai encaissé le coup. J'ai serré les poings sous la table. Justement, ai-je enchaîné, tentant de garder le cap, je ne serai pas célibataire. C'est ma 2e nouvelle. J'ai levé ma main gauche, doigts écartés, pour montrer la bague saphir. Amaury m'a demandé en mariage. Nous sommes fiancés. Amaury a souri fièrement, bombant le torse. Cette fois, le silence a été total. Pas un rire. Juste un froid polaire qui s'est abattu sur la table. Tante Odile a ajusté ses lunettes pour regarder la bague. Ma mère a posé ses couverts lentement. Elle a pris une gorgée de vin, a essuyé sa bouche avec sa serviette, et a fixé Amaury avec un mépris que je n'avais jamais vu, même dans les films. Foncez, a-t-elle répété. Avec Amaury? Elle s'est tournée vers moi. Marjolaine, sois sérieuse 2 minutes. On est entre adultes ici. Je suis très sérieuse, maman. On va se marier l'été prochain. Et vous allez vivre de quoi? A-t-elle attaqué, sa voix montant dans les aigus. De ton salaire de directrice de camion? Parce que ce n'est pas avec un salaire d'éducateur spécialisé qu'on élève une famille. Tu vas entretenir ton mari, c'est ça ton rêve? Devenir la vache à lait d'un homme qui n'a pas d'ambition? Maman, ai-je crié. Amaury a de l'ambition. Il aide des enfants en difficulté. C'est noble. C'est du bénévolat glorifié, a craché Sandrine.
Franchement Marjo, tu pourrais viser mieux. Tu es désespérée à ce point? Tu prends le premier venu parce que tu as peur de finir vieille fille? Ça suffit. Amaury s'est levé, renversant sa chaise. Vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Marjolaine est la personne la plus généreuse, la plus brillante de cette table. Assieds-toi, le jeune, a tonné l'oncle Martial. On parle famille ici. Ma mère s'est levée à son tour. Elle tremblait de rage. Pas parce que j'étais fiancée, je l'ai compris à ce moment-là. Mais parce que je lui échappais. Parce que si je me mariais, si j'avais ma propre famille, je ne serais plus sa banque. Je ne serais plus son plan B. Elle a inspiré profondément, préparant la flèche finale, celle qui visait le cœur. Le temps s'est arrêté. Je voyais chaque détail, la veine battante sur le cou de ma mère, la goutte de sauce au coin de la lèvre de mon oncle, la peur dans les yeux de mon père. Ma mère a contourné la table pour se planter devant moi. Elle voulait que tout le monde entende. Elle voulait m'humilier pour me remettre à ma place, la place du chien battu qui reste au pied. Tu te crois maligne, hein, a-t-elle sifflé. Avec ta petite promotion et ta petite bague d'occasion? Tu penses que ça fait de toi quelqu'un? Je suis quelqu'un, maman, ai-je murmuré. Non, a-t-elle hurlé. Tu n'es rien. Regarde tes sœurs. Sandrine sauve des vies. Tiphaine crée de la beauté. Et toi? Tu déplaces des boîtes. Tu vis dans un clapier. Tu t'habilles comme un sac. Elle a balayé la salle du regard, prenant l'assemblée à témoin. Je suis désolée de devoir dire ça devant tout le monde, mais il faut que tu ouvres les yeux, ma pauvre fille. Je le dis parce que je t'aime, pour te réveiller. Elle s'est penchée vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je sentais son haleine vineuse. Tu es l'enfant la plus inutile que nous ayons. Tu es l'enfant la plus inutile de cette famille. Tu es un poids mort. Une déception constante. Et maintenant, tu veux nous imposer ce mariage ridicule? Tu es égoïste, Marjolaine. Tu es l'échec de ma vie. L'enfant la plus inutile. Les mots ont flotté dans l'air, toxiques, définitifs. Tiphaine a émis un petit rire nerveux. Sandrine a bu une gorgée de vin en regardant ailleurs. Mon père a caché son visage dans ses mains. Quelque chose s'est passé en moi. Ce n'était pas de la douleur. C'était une clarification. Comme si, soudainement, le brouillard se dissipait. Toutes ces années à chercher son approbation, à payer ses dettes, à subir ses critiques, tout cela pour ça. Pour être traité d'inutile? J'ai regardé Amaury. Il était prêt à bondir, les poings serrés. J'ai posé ma main sur son bras. Non. C'est mon combat. Je me suis levée lentement. J'ai essuyé ma bouche avec ma serviette, très calmement. J'ai plié la serviette et je l'ai posée sur la table. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais de glace. Inutile, ai-je répété doucement. Oui, inutile, a confirmé ma mère, pensant avoir gagné. Qu'est-ce que tu as jamais fait pour cette famille à part nous faire honte? J'ai souri. Un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. D'accord, maman. Si je suis si inutile. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai appuyé sur quelques touches. J'ai activé le Bluetooth. La petite enceinte Marshall sur le buffet, qui diffusait du jazz doux, a émis un petit bip de connexion. Alors tu n'auras aucun problème à te passer de mon argent inutile. De quoi tu parles, a-t-elle ricané, mais j'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent, maman. Parce que la banque Marjolaine est fermée. Définitivement. Tu délires, ma pauvre fille, a tenté Sandrine. Maman n'a pas besoin de ton argent de poche. Ah bon, ai-je dit. Vérifions ça ensemble. J'ai ouvert mon application bancaire. Le volume était à fond. J'ai appuyé sur l'historique des virements. J'ai activé la fonction vocale de synthèse de mon téléphone pour que la voix robotique lise les transactions. Virement émis. 5 novembre 2024. Montant, 1500 €. Bénéficiaire, maman. Motif, prêt maison et crédit Audi Sandrine. La voix synthétique a résonné dans le salon silencieux comme un coup de tonnerre.
Sandrine a lâché sa fourchette. Elle est tombée dans son assiette avec un bruit métallique strident. Quoi? A-t-elle balbutié. Ma voiture, c'est maman qui la paye. Je ne lui ai pas laissé le temps de respirer. J'ai fait défiler le mois précédent. Virement émis. 12 octobre 2024. Montant, 4 000 €. Bénéficiaire, cabinet d'avocats Dupuis et associés. Motif, frais de justice Sandrine, dossier négligence médicale. Tout le monde s'est tourné vers Sandrine. Le « médecin parfait » était devenu rouge écarlate. Tu es attaqué pour négligence » a demandé tante Odile, choquée. Mais tu as dit que tu agrandissais la clinique. C'est faux. C'est un montage, a crié Sandrine, mais sa voix tremblait. J'ai continué. Je n'avais plus aucune pitié. J'étais un terminator de la vérité. Virement émis. 20 septembre 2024. Montant, 2 500 €. Bénéficiaire, Tiphaine. Motif, achat logiciel architecture, urgent. J'ai levé les yeux vers Tiphaine. C'est drôle, Tiphaine. Le lendemain de ce virement, tu as posté une photo au Club Med en Corse. Le cocktail coûtait cher pour un logiciel, non? Tiphaine s'est recroquevillée sur sa chaise, l'air d'une petite fille prise la main dans le sac de bonbons. Ma mère était devenue blanche comme un linge. Elle s'est agrippée au dossier de sa chaise. Arrête ça tout de suite, Marjolaine. C'est indécent. On lave son linge sale en famille. Mais on est en famille, maman, ai-je répliqué avec un faux enthousiasme. Tante Odile, oncle Martial, il mérite de savoir comment l'enfant, inutile, finance le train de vie de l'élite de la famille. J'ai continué à lire, virement après virement. 1 500 € pour les courses. 800 € pour la réparation de la toiture. 600 € pour les bottes de marque de maman. Ça fait 2 ans, ai-je crié, ma voix se brisant enfin sous le coup de l'émotion. 2 ans que je vis dans un trou à rats. 2 ans que je ne m'achète rien. 2 ans que je vire la moitié de mon salaire chaque mois parce que tu m'as dit que papa allait perdre la maison. Je me suis tournée vers mon père. Il était pétrifié. Il regardait ma mère comme s'il découvrait un monstre. Papa, est-ce que tu savais, lui ai-je demandé. Est-ce que tu savais que je payais tes médicaments? Que je payais l'essence de ta voiture? Bernadette. A croassé mon père. Tu m'as dit que c'était les dividendes de tes anciens placements? Tu m'as dit que tu gérais. Elle a menti, papa, ai-je dit doucement. Elle a tout pris. Elle a pris mon argent, et ce soir, elle a essayé de prendre ma dignité. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. J'ai fait le calcul hier soir. En 24 mois, je vous ai donné 42 000 €. 42 000. C'est le prix de ma liberté. C'est le prix pour savoir que je vaux mieux que vous. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus de mots. Son masque de grande dame s'était effondré, révélant une vieille femme égoïste et manipulatrice. Je m'en vais, ai-je dit. Amaury, on rentre. J'ai pris mon sac. J'ai laissé les cadeaux. J'ai laissé la dinde à moitié mangée. J'ai laissé mes illusions. Nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Le silence dans le salon était total, un silence de mort, seulement troublé par le bruit de mes bottes de chantier sur le parquet. Marjolaine, attends. C'était mon père. Il s'était levé si vite qu'il avait renversé sa chaise. Il a couru vers nous dans le couloir, boitant légèrement. Papa, ne. Ai-je commencé, mais il m'a coupé. Il s'est tourné vers le salon. Vers ma mère qui était toujours debout, figée. Tu as volé notre fille, a-t-il dit d'une voix qui montait en puissance. Tu m'as menti. Tu as volé Marjolaine pour payer les caprices de ces deux-là? Il a pointé Sandrine et Tiphaine. Roland, calme-toi, tu vas faire monter ta tension, a tenté ma mère, essayant de reprendre le contrôle. J'ai fait ça pour l'image de la famille. Qu'est-ce qu'on aurait dit si Sandrine avait fait faillite? Je me fous de l'image, a hurlé mon père. C'était la première fois en 33 ans que je l'entendais crier sur elle. C'est notre fille. Celle qui a toujours été là. Et tu l'as traitée de déchet devant mon frère?
Il s'est approché de moi. Il avait les larmes aux yeux. Il a pris mes mains rugueuses dans les siennes. Pardonne-moi, Marjolaine. Je suis un vieil imbécile aveugle. Je n'ai rien vu. J'étais tellement occupée à m'apitoyer sur ma maladie que je ne t'ai pas protégée. Ce n'est pas ta faute, papa, ai-je pleuré. Si, c'est ma faute. Mais ça va changer. Il a regardé ma mère avec un dégoût absolu. Demain, je mets la maison en vente. Je rembourserai chaque centime à Marjolaine. Même si je dois vivre dans une caravane. Tu ne peux pas faire ça, a crié Sandrine. C'est notre maison d'enfance. Tais-toi, a rugi mon père. Tu as 38 ans, Sandrine. Paye tes propres avocats. Et toi, Tiphaine, va trouver un vrai travail. La fête est finie. Il m'a embrassée sur le front. Va-t'en, ma fille. Va vivre ta vie. Sois heureuse avec Amaury. Tu es la meilleure de nous tous. J'ai hoché la tête. J'ai ouvert la porte. L'air glacé de la nuit m'a frappé au visage, mais il m'a semblé être l'air le plus doux du monde. C'était l'air de la liberté. J'ai entendu ma mère crier mon nom une dernière fois, un cri strident, désespéré. Marjolaine. Reviens. On peut s'arranger. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai claqué la porte. Le bruit a résonné comme un coup de fusil final. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai démarré. Amaury m'a regardé, les yeux brillants d'admiration. Tu as été incroyable, a-t-il dit. J'ai conduit dans la nuit, laissant derrière moi Montauban, les dettes, les mensonges et l'étiquette d'enfant inutile. J'étais Marjolaine. J'étais directrice. J'étais fiancée. Et j'étais libre. 6 mois ont passé depuis cette nuit fatidique. Beaucoup de choses ont changé. Mon père a tenu parole. Il a demandé le divorce en janvier. C'était un scandale dans leur petit cercle bourgeois, mais il s'en fichait. Il a vendu la grande maison. Avec sa part, il m'a fait un chèque de 42 000 €. J'ai refusé au début, mais il a insisté, c'est ton argent. C'est ta sueur. Prends-le. Il vit maintenant dans un petit appartement confortable près de la gare, il a rejoint un club d'échecs et il n'a jamais semblé aussi serein. Quant aux parasites, la réalité les a rattrapés brutalement. Sandrine a perdu son procès. Elle a dû fermer sa clinique et travaille maintenant comme salariée dans un centre de soins bas de gamme. Elle a dû vendre son Audi. Tiphaine a dû retourner vivre chez notre mère, qui loue maintenant un petit 2 pièces sombre. Sans mon argent, leur train de vie s'est effondré. Elle m'envoie parfois des messages haineux, me traitant d'égoïste qui a détruit la famille. Je ne réponds pas. Je les ai bloqués. Il y a 2 semaines, Amaury et moi nous sommes mariés. C'était une petite cérémonie dans un domaine viticole près de Toulouse. Il n'y avait pas de champagne hors de prix, pas de robe de créateur, pas de faux-semblants. Il y avait des rires, de la musique, des amis sincères et la famille d'Amaury qui m'a accueilli comme leur propre fille. Mon père m'a conduite à l'hôtel. Quand il m'a confiée à Amaury, il a dit devant tout le monde, « Voici ma fille. » La fierté de ma vie. J'ai pleuré. De joie, cette fois. J'ai appris une leçon douloureuse mais essentielle, le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la réciprocité font la famille. On ne doit jamais s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud, surtout s'ils se plaignent de la fumée. Je ne suis pas une enfant inutile. Je suis une survivante. Et aujourd'hui, je suis enfin l'héroïne de ma propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous donnera la force de poser vos propres limites. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et vous ? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille ? Avez-vous ressenti cette culpabilité avant de ressentir la libération ? Partagez votre expérience dans les commentaires, je lis tout et je vous répondrai. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous donnez. À bientôt.